Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 4e vidéo du côté d'Apple. Alors comme vous l'avez vu, j'ai été absent très longtemps sur la chaîne. C'est parce que j'étais en pleine transition entre ma vie étudiante et ma vie professionnelle et j'avais pas mal de choses à faire, mais je tenais à vous remercier de votre fidélité et à vous remercier pour tous les messages que vous m'envoyez. Et enfin, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc nous allons repartir de cette vidéo qui va concerner les nouveautés des technologies de Apple, à savoir Xcode 10 et plus précisément la version 10.1 et Swift 4.2, donc la version 4.2.1. qui sont les versions que j'utiliserai dans les prochaines vidéos. Donc j'ai préféré faire cette vidéo plutôt qu'une vidéo de programmation pour qu'on mette les technologies au point et qu'on reparte de ces nouveautés. Donc n'oubliez pas que dans Xcode, vous pouvez accéder à la documentation de Xcode via le menu Help puis Xcode Help, et de même pour la documentation de Swift 4.2 dans le menu Help puis Développeur Documentation. Nous ne verrons pas beaucoup de nouveautés pour Swift 4.2, uniquement certaines que j'ai trouvées intéressantes. Et je vous montrerai aussi sur internet le répertoire du gestionnaire GitHub où l'on trouve les évolutions du langage de programmation Swift car c'est très intéressant pour cette vidéo. Commençons donc par les nouveautés de Xcode 10. Donc Xcode 10 arrive avec un thème sombre, donc ça c'est avec le nouveau système macOS Mojave qui embarque avec lui le mode foncé. Donc j'ai passé mon Xcode en thème sombre, c'est plus agréable pour les yeux. J'espère que ça ne va pas poser de problème dans les vidéos. Il y a la possibilité aussi d'associer des comptes GitHub, GitLab et Bitbucket. Alors ces trois noms sont des gestionnaires de versions, c'est-à-dire des endroits où l'on stocke des répertoires avec plusieurs fichiers de code qui correspondent à un projet et où chaque développeur peut venir intervenir sur ce projet en développant une fonctionnalité, et ces gestionnaires permettent de faire un suivi des versions, donc on peut savoir qui a modifié telle instruction, qu'est-ce qui a été modifié aussi, et on peut même revenir à des versions antérieures si jamais il y a une erreur dans les nouvelles versions. Donc c'est des outils très pratiques, ils s'utilisent en ligne avec un navigateur internet et il faut disposer d'un compte. Et bien Xcode dispose d'une interface où on peut directement se connecter à ces répertoires à distance. Et donc du coup les fichiers de code de Xcode peuvent être directement envoyés vers ces gestionnaires. Avec Xcode 10, il y a également la possibilité d'avoir plusieurs curseurs dans la zone d'édition de code. Ça veut dire que vous pouvez taper du code à plusieurs endroits en même temps. C'est une fonctionnalité qui peut être pratique. Dans les autres nouveautés, nous avons un nouveau fonctionnement des bibliothèques d'objets graphiques et d'extraits de code, donc ce qu'on appelle les codes snippets, car en effet dans Xcode 9, les bibliothèques d'objets graphiques étaient en bas à droite du logiciel et on glissait déposer les éléments sur l'interface, et bien maintenant il s'agit d'une fenêtre pop-up, exactement pareil pour les extraits de code, que l'on affiche en cliquant sur un bouton, donc je vais vous montrer tout ça dans un instant. Il y a la possibilité aussi de créer des extraits de code, donc des codes snippets. Jusqu'à présent, on pouvait importer des extraits de code déjà fournis par Xcode, comme des blocs conditionnels, des blocs avec des instructions classiques, et bien maintenant on peut créer nos propres blocs de code pour les stocker et pouvoir faire appel à eux à tout moment dans les fichiers de code. Cela évitera de retaper plusieurs fois le même code. Et enfin, on peut réduire un bloc de code qui est délimité par des accolades. Donc des fois dans un fichier de code quand on a plusieurs fonctions, eh bien le fichier peut devenir très long. En réduisant le code, en réduisant un bloc de code, on peut avoir une meilleure vue d'ensemble de tout ce qui est présent dans notre fichier. Voyons tout ça sur Xcode. Donc nous voici sur une application que j'ai créée pour cette vidéo, rien de bien compliqué. On entre le rayon d'un cercle ici et en cliquant sur le bouton, on calcule son aire et son périmètre. Donc cela grâce à deux méthodes, une méthode qui calcule l'aire et une autre qui calcule le périmètre. Je n'exécuterai pas cette application, c'est juste pour vous montrer les différentes nouveautés. Donc la première chose, eh bien on voit que l'interface du Xcode est en mode foncé, donc il s'agit d'un thème sombre. Ça c'est la nouveauté avec macOS Mojave, on peut choisir entre un thème clair et un thème sombre, et j'ai choisi le thème foncé, donc voilà ce que ça donne. On a une zone d'édition de code dont le fond n'est pas totalement noir mais plutôt sombre, et cela va de même pour toutes les zones du logiciel, donc la barre d'exécution, l'arborescence du projet et les propriétés. Voyons maintenant comment associer des comptes de gestionnaire de version. Donc pour ça, il faut aller dans le menu Xcode, puis cliquer sur Préférences, puis aller dans l'onglet Accounts pour gérer les comptes, et vous cliquez sur le petit plus en bas à gauche. Et là, vous pourrez ajouter votre compte du gestionnaire de la même manière que vous ajoutez votre compte développeur si vous en avez un. Donc par exemple ici, je sélectionne GitHub, et vous serez invité à saisir votre email et votre mot de passe pour vous connecter à votre compte GitHub. Donc ça n'est pas indispensable pour développer et utiliser le logiciel, c'est simplement pour les personnes qui utilisent des gestionnaires de version. Et comme je vous l'ai dit, nous verrons tout à l'heure à quoi ressemble un répertoire sur GitHub. La troisième chose est la possibilité d'avoir plusieurs curseurs d'édition dans la zone d'édition de code. Donc comment on fait ça? Eh bien il faut faire une petite combinaison au clavier, donc supposons que je veuille ajouter un message qui s'affiche à la console lorsqu'une des deux méthodes est exécutée. Eh bien je vais me
placer avant le return, parce qu'après rien n'est exécuté, puisque le return quitte la fonction, et je vais écrire mon message à la console. Mais j'ai besoin aussi de l'écrire dans la deuxième méthode. Eh bien, j'ai la possibilité d'écrire en même temps à ces deux endroits. Il suffit d'abord que je clique à une position, puis avec la combinaison CTRL-SHIFT, en maintenant la combinaison appuyée, je vais aller cliquer sur la deuxième position. Et on peut voir ici qu'on a deux curseurs qui clignotent. Donc tout ce que je vais écrire va s'écrire à ces deux endroits. Donc pour mon message, il s'agit d'afficher à la console que la méthode s'est bien exécutée. Et voilà, on a écrit à deux endroits en même temps. Alors on n'est pas obligé d'écrire à deux endroits, on peut écrire à plusieurs endroits. Il suffit de placer les curseurs à plusieurs positions, toujours avec la combinaison CTRL-SHIFT. On peut en placer plusieurs. Et vous écrirez donc à plusieurs endroits en même temps, comme vous pouvez le voir. Pour annuler l'édition, il suffit de cliquer à n'importe quel autre endroit du code. Une autre petite astuce qui peut être utile, c'est si par exemple vous désirez sélectionner une colonne de code. Donc qu'est-ce que j'entends par colonne? Eh bien par exemple, les deux mots-clés let que vous voyez là constituent une colonne. Et on ne peut pas utiliser la méthode de sélection classique pour avoir les deux let, puisque si je fais ça, vous voyez qu'on est obligé d'avoir toute cette ligne-là. Alors que nous, on voudrait uniquement les deux mots let qui sont l'un en dessous de l'autre. Et bien pour ça, il faut placer votre curseur avant le mot que vous voulez sélectionner, maintenir la combinaison Alt plus Shift sur votre clavier et vous glissez-déposez votre zone de sélection. Et là, vous pouvez voir que je peux sélectionner une colonne, donc une colonne de lettres que je peux déplacer comme j'en ai envie, et cela m'évite de sélectionner la ligne complète. Parlons maintenant de la bibliothèque d'objets qui ne se trouve plus à cet endroit-là. En fait, il y a un bouton qui permet d'ouvrir la bibliothèque. Donc pour ça, il faut d'abord que vous cliquiez, et c'est très important, sur votre storyboard, sur votre interface graphique. Et en haut à droite, ici, vous avez le bouton de la bibliothèque d'objets. Donc si vous cliquez, apparaît une pop-up avec tous nos objets. Évidemment, le fonctionnement est le même, il suffit de faire glisser-déposer l'objet sur l'interface pour positionner un élément sur votre storyboard. Donc ça, c'est pour la bibliothèque d'objets. Vous pouvez également afficher les objets sous forme d'icônes, si vous préférez. Là, il n'y a pas de description. Et alors, où se trouve la bibliothèque pour les extraits de code? Car avant, la bibliothèque était juste à côté. Eh bien, en fait, c'est toujours le même bouton, mais ce bouton va changer selon la zone où vous cliquez. Donc là, j'ai cliqué sur mon storyboard. Du coup, j'ai eu un bouton pour accéder à la bibliothèque d'objets. Mais si je clique sur mon fichier, je suis dans une zone de code et vous voyez que le bouton a changé et qu'il a été remplacé par la bibliothèque d'extraits de code. Donc si je clique ici, je vais accéder à plusieurs extraits de code. Donc par exemple, si je cherche une structure conditionnelle, eh bien je tape if et j'ai ici, vous voyez, la structure du if. Il me suffit de cliquer et de la déposer où je veux dans le code et j'ai déjà un if qui est tout prêt. Alors ça, on pouvait déjà le faire sous Xcode 9. La nouveauté dans Xcode 10, c'est qu'on peut créer nos propres extraits de code. Donc pour ça, il me suffit d'écrire le code voulu dans la zone d'édition. Si par exemple je veux mettre comme extrait de code ma fonction qui calcule l'air, eh bien il me suffit juste de la sélectionner, de cliquer dans le menu Editor, puis Create Code Snippet. Donc la méthode est automatiquement reportée dans la zone de code, cette zone que vous voulez considérer comme extrait de code, et vous pouvez, si vous voulez, donner un nom à votre extrait de code. Donc par exemple, on peut l'appeler fonction calcul R cercle. J'appuie sur Entrée et une fois que vous l'avez nommé, votre fonction se trouve désormais dans la bibliothèque d'extrait de code. Donc par exemple, si je supprime cette méthode, eh bien je peux la retrouver en allant directement dans la bibliothèque d'extrait de code et en glissant-déposant ma fonction de calcul de l'air. Et vous voyez, la méthode est automatiquement ajoutée à mon fichier. Donc ça, c'est pratique si vous avez une application où vous utilisez plusieurs fois la même fonction. Si vous voyez qu'elle revient souvent dans votre application, eh bien je vous conseille d'en faire un extrait de code, car vous pourrez l'intégrer dans vos fichiers de code du projet, mais également aussi l'intégrer dans les fichiers de code d'autres projets, puisque la bibliothèque d'extrait de code n'est pas propre à un projet Xcode, mais à tous les projets que vous créez. Donc ça, c'est une nouveauté très pratique. Et enfin, nous allons voir la dernière chose, comment réduire un bloc de code délimité par des accolades. Donc pour ça, il faut activer une option qui n'est pas activée par défaut. Donc il faut aller dans le menu Xcode, puis cliquer sur Préférences, aller cette fois-ci dans l'onglet Text Editing, et cocher la case Code Folding Ribbon. Vous cochez cette case, vous fermez ensuite les préférences, et vous voyez qu'ici il y a une espèce de colonne, un petit ruban vertical qui est apparu à côté des numéros de ligne. Ce ruban va permettre d'identifier visuellement vos blocs de code. Donc par exemple, si je prends ma fonction R, qui est ici délimitée comme on peut le voir par ce bandeau noir, quand je passe ma souris dessus, et bien si je clique sur la petite flèche qui est en haut, je vais réduire cette fonction. Et je peux faire ça pour toutes mes méthodes, ce qui permettra d'avoir une meilleure vue d'ensemble de mon code.
Si j'ai besoin de modifier une méthode, il me suffit tout simplement de recliquer sur la flèche pour réouvrir la fonction. Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel bloc de code délimité par des accolades. Même à l'intérieur d'une méthode. Par exemple, ici, on a un if délimité par des accolades. Eh bien, je peux aussi le réduire. Et donc avoir une méthode un peu plus résumée. Voilà globalement pour les nouvelles fonctionnalités qu'apporte Xcode 10. Il y en a d'autres, bien sûr, mais celles-là sont les plus accessibles. Et certaines sont très intéressantes. Passons maintenant aux nouveautés de Swift 4.2, donc je ne vais pas les exécuter sous Xcode, je vais vous laisser faire l'exécution, comme ça vous verrez par vous-même. Et la première nouveauté dont on va parler, c'est le tirage d'un nombre aléatoire que l'on a beaucoup utilisé, surtout pour le jeu du juste nombre. Donc voici comment l'on faisait en Swift 4.1. Pour tirer un nombre au hasard entre 0 et 9 inclus, on appelait notre méthode arc4randomUniform en lui passant notre borne maximale exclue, c'est-à-dire 10, puisqu'on veut entre 0 et 9, et on convertissait la méthode en int pour avoir un nombre entier. Pour tirer un nombre entre 1 et 10, c'était exactement la même chose, sauf qu'on rajoute un plus 1, puisque la borne minimale tirée par la méthode est 0 plus 1, ça donnera 1, et la borne maximale c'est 9 plus 1, ça donnera 10. Donc voilà comment on faisait pour avoir un nombre entre 1 et 10. À partir de là, on pouvait établir une formule générique pour tirer un nombre au hasard entre un minimum et un maximum inclus. Il suffit d'utiliser la méthode ci-dessous. Donc vous réalisez le calcul et vous avez le code à écrire pour obtenir un nombre entre un minimum et un maximum inclus. Comme on peut le voir, cette formule est un petit peu complexe, et bien cela a été simplifié en Swift 4.2. Car maintenant, chaque type de Swift est équipé d'une méthode qui tire un de ces éléments au hasard. Donc par exemple, pour tirer un nombre au hasard entre 0 et 9 inclus, eh bien je vais utiliser le type voulu, donc ici int, j'appelle la méthode random sur le type directement, et je lui passe en paramètre mon intervalle. Ce paramètre se nomme in, et l'intervalle s'écrit avec la syntaxe des 3 points, c'est la même syntaxe que l'on retrouve dans la boucle for, et donc il me suffit d'écrire 0, 3 points et 9 pour dire que je veux un nombre au hasard entre 0 et 9 inclus. Je peux aussi marquer 0, 2 points et strictement plus petit que 10, ça marche aussi. Pour tirer un nombre au hasard entre 1 et 10 inclus, rien de plus simple, il me suffit de donner l'intervalle tel quel dans le paramètre de la méthode random, donc 1, 3 points et 10. Donc ici la formule générique entre un minimum et un maximum inclus est très simple, puisqu'il suffit tout simplement d'écrire sa borne minimale, suivie de 3 points et sa borne maximale. Donc là pour le coup on a vraiment une simplification. Donc cette méthode random est ici appelée sur le type int, mais elle est aussi inclue dans plusieurs types. Il y a par exemple le type double pour les nombres décimaux, de même pour le type float, et également le type bool qui représente les booléens. Donc la fonction random va vous renvoyer au hasard soit true, soit false. Il y a évidemment d'autres types qui embarquent cette méthode et qui sont un peu plus avancés. Pour rester dans la même idée, nous allons voir comment tirer au hasard un élément dans un tableau. Donc voici comment on faisait en Swift 4.1. On avait par exemple notre tableau, donc ici c'est un tableau d'images, donc c'est le nom de plusieurs images qui sont, on va dire par exemple dans un projet. Et bien pour tirer aléatoirement un nombre de ce tableau, donc n'importe quel nom d'image, et bien je vais générer l'indice aléatoirement en faisant appel à la méthode arc4randomUniform en lui passant 3 car il y a 3 éléments dans mon tableau, que je convertis en int, et j'utilise ensuite cet indice pour récupérer mon image. Et là, j'ai effectivement une image prise au hasard. En Swift 4.2, il y a une méthode encore plus simple pour faire cela, pour tirer au hasard un élément dans un tableau. On a toujours notre tableau d'images, ça ne change pas, et cette fois-ci, on va directement appeler sur notre tableau la méthode randomElement, qui va prendre au hasard un élément du tableau. Donc tout est fait automatiquement, là il n'y a pas besoin de tirer un indice au hasard, on a vraiment une grande simplification. La méthode randomElement, par contre, renvoie une valeur de type string évidemment, puisque nous avons un tableau constitué de chaînes de caractères, mais c'est aussi une valeur optionnelle, ça veut dire qu'elle peut s'attendre à avoir une valeur nulle. Donc quand on l'utilise dans le programme, il ne faudra pas oublier de mettre le point d'exclamation après l'appel de la méthode randomElement. Donc il faudra écrire ceci lorsque vous utiliserez la méthode, pour bien lui montrer que la valeur qui va être tirée est bien non nulle, puisqu'elle correspond au nom d'une image. Voyons maintenant une nouveauté, qui est mélanger une liste d'éléments. Donc vous avez par exemple toujours votre tableau d'images, vous voyez que cette fois-ci je l'ai déclaré avec le mot-clé var et non let, car ce tableau va varier puisqu'on va le mélanger. Donc pour ça, il y a une méthode qui s'appelle shuffle, que vous appelez directement sur votre tableau image, et ensuite, si vous décidez d'afficher votre tableau d'images, eh bien vous verrez que les images seront dans un ordre aléatoire, puisque la méthode shuffle a mélangé les éléments de votre tableau.
On a une autre méthode aussi, on peut directement afficher le mélange grâce à la méthode shuffled avec ED à la fin. Donc la méthode shuffle mélange simplement les éléments d'un tableau, mais la méthode shuffled mélange les éléments et nous retourne le résultat de ce mélange. C'est pour ça qu'on peut directement l'afficher dans la méthode print. Et enfin une dernière nouveauté que je veux vous montrer, c'est la nouvelle méthode pour le type bool, pour le type booléen. Cette nouvelle méthode permet de passer votre booléen de true à false ou alors de false à true. Par exemple, j'ai ma variable active qui est à vrai. Sur cette variable, j'appelle la fonction toggle et la fonction va automatiquement me passer la variable à la valeur opposée, donc à false. Donc si j'affiche ici ma variable, il s'affichera false. Si je réappelle la fonction et que je réaffiche ma variable, alors il s'affichera true. La fonction toggle choisit toujours le booléen opposé. Cela vous évite de réaffecter la valeur opposée à votre variable. Donc au lieu d'écrire actif égale false pour changer la valeur, il vous suffira d'appeler la méthode toggle qui va la basculer à la valeur opposée. Donc ça c'est pour les nouveautés de Swift 4.2 et ces nouveautés ont donc été décidées par plusieurs développeurs puisque le langage Swift est un langage dit open source, ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs collaborateurs pour développer le langage, ça n'est pas propre à Apple. Et pour ça, les propositions des développeurs pour les nouveautés du langage sont faites via un gestionnaire de version et en l'occurrence ici il s'agit de GitHub. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble ce répertoire. Donc pour cela je vous invite à ouvrir votre navigateur internet et à vous rendre sur l'adresse qui apparaît à l'écran que vous pourrez retrouver dans la description de la vidéo. Et cette adresse correspond au répertoire des évolutions du langage Swift qui se trouve sur le gestionnaire GitHub. Donc voilà comment se présente le répertoire. On a ici le propriétaire Apple et le nom de l'évolution, donc Swift Evolution. Si je descends sur cette page, on va voir plusieurs documents qui composent ce répertoire. Et le document qui nous intéresse ici, c'est les documents qui se trouvent dans Proposals. Donc ici, c'est toutes les propositions qui sont faites pour faire évoluer le langage Swift. Donc on a plusieurs propositions qui sont ici numérotées par des codes. Et si je prends par exemple une des propositions que je vous ai présentées, donc qui a le code 202, voilà, random unification, on a ici toutes les caractéristiques de cette proposition. Donc qui est la personne qui a proposé cette modification, qui est la personne qui a approuvé et dans quelle version du langage cela a été implémenté. Et ici on voit que ça a été implémenté en Swift 4.2. Donc là c'est une nouveauté que je vous ai présentée, c'est justement tirer un nombre au hasard. Donc comment ça se passe? Eh bien la personne explique qu'est-ce qui motive à faire ce changement, parce qu'il faut prouver que cette modification, que cette évolution est bien utile. Et une fois qu'il a expliqué ses motivations, il décrit la solution qu'il propose. Et dans la solution qu'il propose, on voit qu'il a proposé de créer une méthode random sur directement le type désiré. Et on peut voir qu'Apple a approuvé cette évolution puisque je viens de vous la montrer. Donc toutes les évolutions de Swift 4.2 se situent dans ce dossier sous GitHub. Donc c'est quelque chose de très intéressant car là, en plus de la documentation, vous pouvez voir directement les nouveautés qui ont été implémentées. Si par exemple je prends la méthode toggle du booléen, il s'agit de la proposition 0199 qui a été implémentée en Swift 4.2, donc validée. Ici, la personne nous explique sa motivation. Donc la solution proposée dans un premier temps, eh bien, c'est évidemment d'étendre un type, ici le type booléen, et d'y ajouter directement une méthode qui permet de passer la variable booléenne à sa valeur opposée. Et en étendant le type booléen, eh bien, il n'y a plus qu'à appeler la méthode directement sur le booléen et notre variable va prendre la valeur opposée. On peut voir aussi que cette personne avait proposé plusieurs noms pour cette méthode. C'est la méthode toggle qui l'a emporté, mais il avait aussi proposé invert, negate ou flip. Donc c'est vraiment un endroit où les développeurs peuvent collaborer et faire leurs propositions pour faire évoluer le langage. Donc ces évolutions proviennent d'utilisateurs du langage Swift qui contribuent à son évolution et cela passe par le gestionnaire GitHub. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir visionnée. Alors en ce qui concerne les gestionnaires de version, ça peut être un peu compliqué à comprendre au début. Peut-être que je ferai une vidéo avec Swift et le gestionnaire GitHub, c'est à voir. En tout cas, je vous remercie encore d'être fidèle à la chaîne. Et maintenant que nous avons vu les nouveautés, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.